Je suis ravie de vous retrouver. Donc on est au cœur du festival Building Beyond. C'est un festival orchestré par Léonard qui nous invite à explorer les futurs de la ville et des territoires. Aujourd'hui, vous vous êtes inscrit sur une marche de la résilience. Vous me direz qu'est-ce que c'est la résilience? C'est un format hors les murs pour éprouver sur le territoire ce que signifie devenir résilient. Le but aujourd'hui, c'est de voir comment les villes se développent pour faire face et avoir des stratégies de résilience. On va aller jusqu'au Total que vous voyez là-bas au bout. C'est notre premier point de rendez-vous. Mathieu, il est directeur de Shift Project, donc c'est un think tank de la transition énergétique. Et il est également l'auteur d'Or Noir, la grande histoire du pétrole. Il va nous parler de dépendance énergétique des villes de manière générale et bien sûr de la résilience qui en découle, visible ou non, en place ou non. J'ai écrit une histoire du pétrole. En fait, je m'en moque un petit peu du pétrole. Ce qui m'intéressait, c'était d'écrire une histoire de la puissance. Bien, quand on parle de cette puissance, à la lettre, nécessairement, il y a quelque part une source d'énergie. Donc le pétrole est une source d'énergie, on peut dire, pratiquement offerte par la nature. Vous n'avez guère de transformation à faire dessus pour pouvoir l'exploiter. Et ce siècle, le 21e, est censé être celui où on va tâcher de se départir de cette source d'énergie qui, après nous avoir donné beaucoup de choses, maintenant on s'aperçoit qu'elle nous pose des problèmes graves. Depuis peu de temps, il y a un large consensus, en tout cas en France, on voit bien que ce n'est pas le cas ni en Chine ni aux États-Unis, sur la nécessité de mettre en œuvre une sortie des énergies fossiles et du pétrole en particulier, qui reste la première source d'énergie à laquelle on a recours. On peut le rappeler d'un mot, il n'y a pas que le pétrole. Charbon, gaz naturel et pétrole, c'est 80% de l'énergie qu'on utilise dans le monde. 80%. Donc en disant ça, on comprend que mettre en œuvre les accords de Paris sur le climat, qui ont été signés par toute l'humanité, quasiment, à l'exception de la Syrie, je crois, que le gouvernement de Bachar el-Assad ne l'a pas signé, mettre en œuvre cette sortie du pétrole et des énergies fossiles, ça signifie littéralement changer le cœur et le système sanguin du vaste organisme technique qui est notre substrat, qui est l'économie mondiale. C'est Al Gore, je crois, qui avait trouvé cette image, qui avait dit qu'en tant que société, on a les habitudes d'un fumeur qui fumerait 10 paquets par jour et qui se dit « ça va, jusqu'ici ça va ». Il y a deux pathologies très graves qu'on a avec cette histoire de cette dépendance qu'on a quotidienne, omniprésente au pétrole et aux énergies fossiles de manière générale. Il y a le climat, mais il y a une seconde pathologie, malheureusement, dont on parle moins, dont je suis un des spécialistes depuis bientôt 20 ans. C'est Mad Max. Le monde de Mad Max, c'est un monde où il n'y a plus de pétrole et où les gens se battent pour ce qui reste de pétrole. D'ailleurs, dans le 3e épisode, ils mélangent pétrole et climat. Moi, je redoute, alors on a une approche prudentielle au Shift, on ne fait pas des pronostics, on estime qu'il est raisonnable d'être pessimiste vis-à-vis de ces questions-là. Il y a le climat, mais il y a aussi le spectre d'un épuisement au cours de ce siècle des ressources faciles d'accès d'énergie, et de pétrole en particulier. Vous pouvez regarder sur le site du Shift, on a publié un scoop qui montre à quel point, d'une part, ce spectre du début d'un épuisement du pétrole n'est pas quelque chose qui se situe dans un horizon de science-fiction très lointain, malheureusement, et qu'en particulier, nous, Européens, qui sommes les premiers importateurs mondiaux de pétrole, et qui n'avons quasiment plus de pétrole pour la bonne et simple raison que notre source principale d'approvisionnement domestique, la mer du Nord, est un cas d'école d'un épuisement des ressources pétrolières vraisemblablement irrémédiable. C'est un péril qui est aussi important à nos yeux au Shift que celui du climat, un double péril, comme Charybde et Scylla. Et malheureusement, on en parle beaucoup moins et les symptômes sont non moins préoccupants. Donc voilà, j'espère que ça va devenir une salle d'archéologie. Je vous fais visiter le musée des vieilleries futures, mais ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué parce que, comme je disais, voilà, sortir des énergies fossiles, c'est pas Yaka-Faucon. Et pour l'instant, on en est largement là. Et on renacle devant l'obstacle. Essentiellement parce que c'est compliqué et que les politiques n'aiment pas nommer les perdants. En fait, il faut commencer par s'occuper des perdants. Voilà, merci beaucoup. Notre prochain point de rencontre, on se dirige vers un biocop. Et vous vous en doutez, nous allons parler de résilience face au système alimentaire.
On va parler ensemble de cette question de résilience alimentaire et on est devant ce magasin Biocoop. Alors j'imagine que pour la plupart d'entre nous, les magasins Biocoop représentent un peu un pas vers une plus grande résilience alimentaire. De par le soutien aux producteurs locaux, à l'alimentation biologique, etc. Et effectivement, c'est un pas vers une plus grande résilience alimentaire, mais ça reste un système de distribution qui est largement minoritaire aujourd'hui, puisque 87% des produits alimentaires vendus en France aujourd'hui le sont par les enseignes de grande distribution. Il y a tout simplement toute une partie de la population qui est entièrement exclue du système marchand, que ce soit des magasins de grande distribution ou des magasins Biocoop. C'est des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces produits. Donc un système dans lequel il y a une large partie de la population qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins, ça ne peut pas être un système résilient. Le système alimentaire sur lequel reposent ces chaînes de grande distribution cherche un peu à nous faire croire à une abondance qui en fait est largement illusoire. Illusoire parce que si on creuse un petit peu la surface, le système ressemble plutôt à un château de cartes qui, au moindre choc, risquerait de s'effondrer. Donc ce système alimentaire, il repose sur ce qu'on appelle un système en flux tendu, c'est-à-dire qu'on achemine les marchandises sans stock, de l'endroit de production à l'endroit de consommation, en passant par des plateformes logistiques par lesquelles transite la grande majorité des produits alimentaires. Et elles sont concentrées en quelques points de la planète, des gros ports, voilà. Le problème avec ces systèmes en flux tendu, c'est que du coup, au moindre choc, on sait que dans ces magasins, on a 2 à 3 jours avant que les rayons soient totalement vides. L'abondance à laquelle on voudrait nous faire croire est en fait basée sur un nombre très très restreint de variétés cultivées. Au cours du dernier demi-siècle, ou un peu plus, on a vraiment restreint le nombre de variétés cultivées pour des raisons de meilleur rendement, etc. Du coup, en fait, là, actuellement, il y a 3 variétés dans le monde, au niveau global, le blé, le maïs et le riz, qui nous procurent 60% des calories que nous, les humains, on dérive des plantes. Donc là, la dépendance, elle est énorme. Et le problème, c'est que ces 3 variétés, avec le changement climatique en cours, elles peuvent à tout moment subir les conséquences d'une pluviosité imprévue, des sécheresses, etc., qui fait que les rendements peuvent chuter et entraîner des famines dans leur foulée, ce qui arrive très régulièrement. En fait, jusqu'à présent, on ne se posait pas trop ces questions de résilience des systèmes alimentaires, etc. Les produits continuaient à arriver dans les rayons, sauf que là, plus récemment, la question alimentaire est devenue hautement politique en raison du nombre de problèmes qu'elle semblait causer. On sait qu'on est dans un système ultra mondialisé, ultra complexe et dont les problématiques sont interconnectées. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de mettre en place une gouvernance alimentaire à toutes les échelles, en partant du local pour aller jusqu'à l'international. Une gouvernance qui permette de vraiment répondre aux besoins, aux réels besoins d'un territoire. Et travailler en réseau pour que les politiques nationales puissent écouter ce qui se passe vraiment sur le terrain et on puisse comme ça accélérer. On va parler résidence des Fils, à la fois dans sa structure et dans sa biodiversité. Et je ne veux pas vous spoiler l'intervention, donc je vais laisser un petit moment, mais on va quand même parler de la coulée verte. Bonjour, donc bienvenue à la coulée verte de Paris qui représente une infrastructure très emblématique sur les questions d'adaptation et de réhabilitation d'infrastructures. Alors nous sommes ici sur la coulée verte, un ouvrage qui a été construit en 1859 et qui avait pour but notamment de pouvoir acheminer des marchandises principalement de la banlieue parisienne, de l'est de la banlieue parisienne jusqu'au centre de Paris au niveau de Bastille, et qui par la suite, avec l'évolution de la voiture, les nouvelles modalités de logistique urbaine ont été mis de côté pour finalement être délaissées, et cette infrastructure est devenue une friche autour des années 60, de 1969 pour être plus précis, jusqu'au début des années 80. Et puis il y a eu cette idée ingénieuse d'un architecte, Philippe Mathieu, et d'un paysagiste, Monsieur Vergely, qui tous les deux ont décidé de réinventer, repenser cette infrastructure en lui intégrant de la biodiversité.
du paysage, des notions pour notamment créer un espace de loisirs, un espace de détente, de santé, destiné aux Parisiens. Et cette infrastructure a permis d'accompagner toute une transformation tout le long de ce quartier, tout le long de ces 4,5 km entre Bastille et la porte de Vincennes, jusqu'à même Porte Dorée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, quand ce projet a été fait, il n'a pas été pensé dans une logique ou dans une philosophie d'adaptation au changement climatique, mais plutôt selon une logique d'intégration paysagère, de réhabilitation urbaine, de transformation urbaine, mais sans penser la question climatique. Ici, la végétation est un levier d'atténuation des îlots de chaleur, et deuxièmement aussi un levier pour atténuer soit des phénomènes de pollution, etc. Mais le choix des végétations qui ont été pensées à l'époque, dans les années 80, n'ont pas été pensées dans une logique de résistance ou n'ont pas non plus anticipé un certain nombre de phénomènes climatiques propres à l'urbain. Et cela pose un autre problème, c'est-à-dire celui de la gestion et de l'entretien. Et ce que l'on voit, c'est que la demande en eau augmente, notamment sur des périodes de plus en plus longues. Une fois qu'on a dit ça, ce que l'on peut se dire, c'est maintenant, de part et d'autre, il y a le long de cette infrastructure, il a aussi été question de repenser l'urbain. On mesure à travers ces bâtiments, certains peuvent faire face ou sont quasiment adaptés, ont des systèmes qui permettent d'atténuer les îlots de chaleur dans les périodes de canicule, et d'autres qui deviennent des vrais fours et qui augmentent les phénomènes d'îlots de chaleur, et ces îlots de chaleur ne sont pas atténués pendant les périodes de canicule, souvent par ce que pourrait apporter la végétation ici le long de la coulée verte. Il y a peut-être aujourd'hui une question à se poser sur le choix des espèces d'arbres, le choix des grasses, des herbes, des plantes. Donc toutes ces questions-là, finalement, quand on traverse toute cette infrastructure, nous viennent à l'esprit, et c'est en ce sens que c'est une source d'inspiration, de réflexion, on peut y trouver des réponses. Et j'invite tout le monde à pouvoir venir se promener ici. Alors pour conclure, il s'avère que moi je représente une entité au sein du groupe Vinci, Résalliance, qui est le bureau d'études qui essaye d'apporter des solutions avec d'autres acteurs pour accompagner les villes, les gestionnaires d'infrastructures, des entités publiques-privées à l'adaptation de leurs projets, des infrastructures, des bâtiments au changement climatique. Et à titre personnel, je viens très souvent ici pour pouvoir m'inspirer, parce qu'ici vous n'avez qu'un petit bout de l'espace à visiter, mais si vous allez tout au bout, par exemple, vous pouvez apercevoir cette fameuse pelouse de Reuilly de près de 15 000 m², qui est un exemple finalement paysager avec une variété, avec un micro-écosystème extrêmement intéressant. Si vous allez encore plus loin, à peu près 1 km, vous allez traverser une forme de canyon urbain, vous allez pouvoir traverser du compost urbain, vous allez traverser des murs complètement végétalisés où on peut mesurer moins de 4 à 5 degrés de différence en période de canicule entre la surface et ce canyon urbain. Et puis par la suite, vous avez encore d'autres petits écosystèmes tout au long de cette infrastructure urbaine. Je crois avoir dit tout ce que je pouvais raconter sous ce temps autour de la coulée verte, en espérant vous avoir convaincu de venir également la visiter. Merci. Merci beaucoup pour cette marche de la résilience qui a été très intéressante et très riche, avec des intervenants hyper courageux de braver la tempête pour nous. On espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Merci.